C'est reparti pour la deuxième partie. Du coup, Merci Christophe. avec plaisir, le monteur. La deuxième partie, on voulait repartir sur des bases un petit peu académiques, ou en tout cas des bases vraiment pour que tout un chacun puisse savoir de quoi on parle. Quand on parle de stérilité, de quoi ça parle? Est-ce qu'on parle de... Voilà, on sait qu'on va parler de bactéries, de choses comme ça, mais est-ce qu'on parle que des bactéries? Qu'est-ce qu'il y a autour de ce concept de stérilité? Qu'est-ce que ça veut dire? Et puis, est-ce qu'on peut définir ces fameux ou ces fameuses familles d'agents invisibles que l'on cherche à tout prix à défoncer ou à ne pas avoir dans nos produits? On peut. On peut. Alors, la stérilité. La stérilité, ça se définit comme, alors pour les produits stériles classiques, comme absence de micro-organismes. Donc, on va expliquer ce que sont les micro-organismes juste après. Pour les produits stériles dits injectables, ou qu'on peut qualifier de parentéraux, c'est-à-dire qu'on injecte dans le corps humain, pas par la voie... Voilà. Ou par les yeux. Il peut y avoir des stériles non stériles oculaires, par exemple. Exactement, les stériles oculaires, des poumons, etc. Donc pour ceux-là, ceux qu'on injecte, on a en plus de l'absence de micro-organismes, l'absence de particules et l'absence de pyrogènes, ou autrement appelé endotoxines. Donc on a 3 types de contaminants qu'il faut absolument éviter, j'allais dire, enfin même éradiquer pour les produits injectables. Pour les produits stériles classiques, le requis, c'est absence de micro-organismes. En général, on essaie quand même d'atteindre le standard de l'injectable dans un certain nombre de cas. Donc ça veut dire que absence, ça veut dire zéro, alors. Ça veut dire que tu es sûr que dans tes lots, il y a 0 bactéries. C'est ça, exactement. ou en tout cas, il faut construire, et donc c'est le concept d'assurance de stérilité, les process, les systèmes de contrôle, toutes les mesures, pour atteindre une probabilité très faible qu'on puisse générer une unité qui ne soit pas stérile et qu'on ne puisse pas injecter. Donc c'est ça, ça tourne autour de ce petit jeu-là. Alors la probabilité, elle est très faible. Hein, parce qu'on parle de 10 puissance 6 ou de choses comme ça. Ouais, alors le niveau d'assurance de stérilité. Par exemple, pour un produit qu'on fabrique de manière presque aseptique et qu'on stérilise dans son récipient final, donc c'est ce qu'on appelle la stérilisation terminale, la réglementation nous demande d'atteindre une performance dite de niveau d'assurance de stérilité de 10-6. Donc c'est moins d'une unité non stérile dans 1 million. Mais théorique en plus. Théorique, mais en réalité, nos autoclaves, etc., ça nous permet de faire beaucoup mieux que ça. Du coup, si on reprend tes trois critères pour... on va prendre le plus dur, on prend le parentéral, on va prendre l'injectable classique. Oui, on va prendre le worst case. Voilà, tu nous as dit du micro-organisme, de la particule et du pyrogène. Ouais. Les micro-organismes, qu'est-ce que c'est, Julien? Les micro-organismes, en tout cas ceux auxquels on s'intéresse dans notre industrie, ce sont les bactéries, les levures et les moisissures. On a aussi pour certains produits, par exemple les produits biopharm ou des produits vaccins, de type vaccin, on a d'autres types de contaminants qu'on va chercher à éradiquer. En tout cas, on va s'assurer qu'ils ne soient pas présents, des mycoplasmes, des choses comme ça, ou alors des puretés virales, on va éviter qu'on ait d'autres virus. Mais ça, c'est très spécifique à certains produits. Le cas le plus général, c'est les micro-organismes, bactéries, levures, moisissures. Donc Vas-y, hein, mais j'ai la question qu'on s'était posée hier en préparant live, et pourquoi pas les virus? Parce que dans les micro-organismes, si je me rappelle de mes cours de microbiologie, il y avait de la bactério, il y avait de la virologie. Ouais. Pourquoi on ne cherche pas à éradiquer les virus dans les produits stériles? En fait, un produit stérile classique, c'est-à-dire où il n'y a pas de support vivant, on n'a pas de cellule hôte. Donc le virus qui pointerait le bout de son nez, en fait, ne trouverait pas la cellule sur laquelle il pourrait, contaminer. Pour un hôte, comme on appelle. Exactement. Et c'est pour ça qu'on va potentiellement s'intéresser à ça. Par exemple, pour les vaccins, on va aller regarder si le vaccin au rayon n'est pas contaminé avec d'autres types de virus sur les étapes primaires du process. Là, on a selon les vaccins, par exemple des cultures cellulaires ou des cultures sur des œufs ou ce genre de choses, où là, on a un risque effectivement qu'un autre virus vienne contaminer. Oui, parce qu'il y a un support. Parce qu'il y a un support vivant. Alors qu'il faut qu'il y ait que le virus qu'on cherche à faire pousser. Quoi. Il doit être pur par rapport spécifique à ce virus-là. Mais hormis ça, en fait, pour les produits secondaires plus classiques, le virus n'a pas finalement de raison de résister. Dans une seringue classique, à moins qu'il y ait un organisme vivant qui sort dans la seringue. À moins qu'il y ait une bactérie dans la seringue. Qui, elle, a un virus. Exactement. Et là, t'imagines, là, ça commence à... Qui s'est bouffé par une moisissure. Voilà, là, ça sent pas bon. Du coup, alors, on a les trois grandes familles, on va dire. On parle des particules, vite fait. Est-ce qu'on parle des particules ou d'où peuvent provenir ces bactéries? Est-ce que c'est le plus logique?
D'où peuvent provenir les contaminants. Bon, parlons des particules, parce qu'on a dit que c'était les 3 grands thèmes de la stérilité. Ok. Après, on reviendra un peu sur tout ça. Ok. Si tu veux bien, Julia, sauf si tu as Bien vu. sûr. Et alors, les particules, elles peuvent venir un petit peu comme les micro-organismes, finalement. Elles peuvent venir des matières qu'on utilise, des composants. Elles peuvent venir du process, parce que quand on est en train de faire circuler un flacon, ou une ampoule ou une seringue dans une Ça machine, frotte. ça peut frotter. Ouais. On peut avoir des générations de particules. On peut avoir... Et donc, on peut avoir des causes plutôt endogènes, des causes exogènes au process, ou intrinsèques, extrinsèques plutôt. Et donc, on parle là de macroparticules, c'est-à-dire les particules qu'on va réussir à détecter à l'œil nu, ou alors avec des systèmes de détection qui ne sont pas très très poussés. Là, tu parles. Est-ce que ça fait un lien avec le mirage qu'on a fait il y a quelques semaines? Exactement. Et c'est ce que j'allais dire. Allez voir le live sur le mirage, du coup. Et donc, tu dois avoir en aval de ton process de remplissage un système de visual inspection, mirage, qui soit capable de détecter une éventuelle particule. Hein, il fait plein d'autres choses que la particule, Ouais, oui. mais au moins par Mais rapport à la au particule. moins, ça, ouais. Donc, on ne doit pas en générer dans le produit. Et puis, en plus, derrière, si malheureusement on en génère, on doit être capable de Pour détecter. les éliminer, pour les Exactement. détecter et qu'on les élimine. Merci Binsong pour ton resub, 4e mois, donc Merci, Pinso76. Donc il lâche ses abos Prime. Tous les mois pendant 4 mois. Ouais. Ça m'étonne pas de lui, je le connais bien, Tu connais ça bien. m'étonne pas de lui. Du coup, ces particules, là tu parlais des macroparticules, mais alors qu'est-ce qui se passe si par exemple j'ai une particule que je ne vois pas? Parce que le mirage, on avait parlé avec Alban, en dessous de 100 microns, 70 microns, tu vois que dalle. Enfin, Ou pas à 100%. en tout cas, tu verras jamais à 100%. On peut avoir de ces particules-là ou pas dans notre produit. Mhm. Et du coup, c'est quoi le risque? Pourquoi on ne cherche à pas les avoir? Enfin, Le risque, c'est au moment de l'injection de générer une réaction inflammatoire Ouais. en fonction de la toxicité aussi du produit, de l'origine de la particule. Ou alors, ça peut être une question même si vraiment sur tous les marchés, on veut absolument éradiquer les particules, on sait qu'on a aussi des marchés qui sont extrêmement réactifs, par exemple le Japon ou autre, et que là, ça puisse être une cause potentielle de rappel, de crise, etc. Donc, mais avant tout, pour le patient, en fait, on veut éviter une réaction inflammatoire ou une certaine forme de toxicité. Et puis la particule qui, dans l'environnement de fabrication, peut être aussi vecteur de bactéries ou d'autres Qui peut contaminations. apporter une contamination microbiologique. Microbiologique Parce que c'est avec des un bêtes. support. Parce que c'est un support en tant que tel. Exactement. Donc, bref, la particule, on n'en veut pas non plus. Et après, tu nous as parlé de pyrogènes Ouais. ou d'endotoxines. Pyrogène. Qu'est-ce que c'est ces pyrogènes? Pyrogène, c'est des substances. Jean-Michel Pyrogène. Je le connais ou pas? Ce sont des substances qui causent une élévation de température, voilà, principalement pour les personnes fragiles, mais pas que, même les personnes en parfaite santé. Donc voilà, pyrogène, donc génère pyro en grec, le feu. Le feu, hein. Le feu. Génère le feu. Ça génère le feu. Et donc, on caractérise. Donc, les pyrogènes, c'était un peu toutes les particules ou on caractérise. Donc, les pyrogènes, c'était élever la température aux injections. Température corporelle. Et puis, on caractérise. On va dire de manière plus moderne, on a cité sur les endotoxines qui sont des toxines, on va dire de manière sur la paroi des cellules sur les endotoxines, grammes négatifs sont des étiquettes sur la paroi des cellules et qui, lorsqu'elles se libèrent, en fait, ne sont pas détruites par et qui, lorsqu'elles se libèrent, ne sont pas détruites par et qui, lorsqu'elles se libèrent, des endotoxines quelqu'un qui est déprimé peut faire une réaction jusqu'à une réaction mortelle, malheureusement, une élévation de température. Voilà. Normalement, on commence à avoir de l'écho. Oh putain, l'écho encore s'il revient. Je vais remettre un peu de miel sur On remet un peu de miel sur ta voix pendant qu'on réduit l'écho. Non, mais des endotoxines, ce qui, pour moi, à chaque fois, me paraît le plus complexe que les bactéries, au sens où on sait d'où elles proviennent, etc. Mais comme tu disais, elles ne sont pas détruites tu les chopes pas avec une filtration stérilisante. Elles passent à travers, elles sont trop petites. Avec un autoclavage, si tu n'as pas une dépyrogénisation, c'est-à-dire enlever les pyrogènes avec des degrés de température du 300 degrés, des choses comme ça, tu ne les enlèves pas. Plutôt la chaleur sèche. C'est l'archet, En fait, chaleur à 300 ou 310, je sais pas. Aucun procédé de stérilisation, je pense, sauf peut-être des gamma-irradiations extrêmement à dose très élevée. Mais on n'a rien sur nos process classiques qui permettent d'éradiquer les endotoxines quand elles sont présentes. Donc, petite astuce pour nos amis, futurs amis à Sciences de Sté.
on parle de grammes négatifs, sont des bactéries un peu particulières et les grandes familles de grammes négatifs proviennent de l'eau. Donc soyez vigilants à la maîtrise de la contamination par l'eau, la maîtrise du séchage voilà, dans vos opérations amont dans les process. Parce que si vous apportez ces micro-organismes par l'eau, ils se multiplient, qu'ensuite ils passent par exemple par un autoclavage et qui restent sur la seringue, les micro-organismes, les bactéries vont être lysées, elles vont libérer les endotoxines qui elles vont rester présentes dans la seringue. Tu n'as plus la bactérie, mais il te reste l'endotoxine. Et quelque part, c'est pas mieux, quoi. Je veux dire. Exactement. Donc, il y a, dans l'assurance de stérilité, il y a un gros pavé, évidemment. Thomas Ringa est d'accord avec toi. Oui, qui est très spécialiste. Oui, je crois qu'il est spécialiste de un petit peu spécialiste. On a discuté un petit peu sur les livres. On fera un live, hein, on en a parlé. Je pense que c'est un live qui peut être super intéressant pour l'eau. Hein. Les réseaux, l'eau purifiée, l'eau PPI, etc. Ouais, ça. Et on boira et en règle générale, c'est super important. Oui, l'eau, toutes les stades de l'eau, les purifications, les systèmes de purification. Et donc dans l'eau purifiée et le PPI, qui sont les deux. C'est quoi au PPI, Julien? Pour préparation injectable. On a des spécifications justement quand on produit et qu'on contrôle ces fluides-là pour démontrer qu'on n'a pas d'endotoxine. C'est vraiment un sujet. Du coup, transition toute trouvée sur ma question que je ne savais pas s'il fallait la poser avant ou après, mais tu nous dis il y a des endotoxines qui peuvent venir, bactéries gram négatives, qui viennent essentiellement de l'eau. Donc, le séchage ou la partie nettoyage, etc., qu'il faut faire attention. D'où ça peut provenir les autres types de bactéries? On a quoi comme type de bactéries? Quelles sont les origines qui vont ramener ta bactérie dans ton environnement, dans ton produit? Alors, les trois grosses sources, on a ce qui est à queue, la maîtrise de, on va dire, de l'eau et de tout ce qu'on a dit tout à l'heure, et évidemment et pas des pianos. Par extension. Comment? Pas les pianos. Je suis obligé de la faire, ça va. Je suis désolé. À queue. Je vais m'auto-censurer. À queue, coucou. Oui. Ouais. On va y aller là. Oh vache! On arrête là tout de suite. Oh, j'ai honte de nous là. J'ai honte de nous. Excuse-nous, Julien. J'en étais où? On t'a coupé pour ça, quand même. Ouais. Pour deux vannes complètement minables. Les trois sources. Non, mais en fait, c'est terminé. La source, donc plutôt la source qui vient de l'eau. Alors, ce qu'on appelle l'environnement, donc tout ce qui est transfert, c'est-à-dire que vous transférez dans vos zones à atmosphère contrôlée, là où est fabriqué votre produit, des composants, parfois des papiers, du matériel, etc. Donc tout ça, en fait, vous pouvez apporter des micro-organismes des zones plus contaminées vers les zones moins contaminées. Donc ça, c'est la partie environnementale. Elles sont un peu embêtantes, celles-là, parce qu'elles sont sporulées. On parlera tout à l'heure. C'est embêtant les micro-organismes sporulés. Tu peux y aller tout de suite, en direct, parce que ça fait partie des questions. Alors, les micro-organismes sporulés, c'est beaucoup les micro-organismes d'origine environnementale. Donc, on a les deux grands représentants sont les bactéries sporulées, qui sont les plus embêtantes. Type bacillus et compagnie. Bacillus, on n'est pas du tout. Et puis, les moisissures. Les moisissures, alors ce qu'on appelle les spores, donc c'est les formes de résistance qui sont générées par ces familles de micro-organismes, peuvent se disséminer. Donc ce qui est embêtant avec une moisissure ou un bacillus, c'est quand il n'est pas sous sa forme bactérie, mais sous sa forme de spore, les deux petites espèces de trucs un peu plus petits, etc. C'est un peu comme une armure en fait. Moi quand je compare, je sais pas, quand j'explique aux gens qu'est-ce que c'est qu'une spore, je me dis t'as un végétatif, c'est quelque chose qui est vivant, et quelque chose qui veut se disséminer. Il dit ouais, mais si je vais dans la nature comme ça, je vais me faire broyer par le soleil, par je sais pas quoi, je me mets dans une capsule, dans une armure, et là j'attends mais j'ai peur. J'attends mais j'ai peur, mais je peux rester longtemps à attendre dans ma capsule, dans l'environnement, même s'il est un peu plus hostile. Exactement. Donc voilà, c'est ça une forme de résistance ou une spore. C'est très vulgarisé. Mais c'est exactement ça, ça se met en dormance, et comme c'est très léger, très volatile, ça se dissémine extrêmement bien. Et ça peut redevenir vivant. Une fois que ça revient dans ces conditions de croissance, on en parlera tout à l'heure avec ce qu'il faut pour se nourrir, ce qu'il faut pour croître, évidemment, ça repasse de la forme sporulée à une forme végétative et ainsi de suite. Donc, et là, ça refait de la contamination à bloc. À fond, on ne veut pas. Et quand on a soit de la moisissure, soit de la bactérie sporulée qui s'installe dans les doubles plafonds ou sous les revêtements, ce genre de choses, on a énormément de mal à éradiquer. Des tornades un peu tout le temps. On a une rémanence permanente et donc c'est extrêmement compliqué à adresser. Et puis la troisième source de contamination, qui est la principale, c'est
l'humain, les opérateurs, Ouais, presque plein pour c'est la base de quasi toute, quoi. Enfin, Ouais, c'est vraiment la source principale des contaminants. Donc, on a évidemment, et on est heureux d'avoir des équipes qui fabriquent les médicaments, mais ces équipes qui fabriquent les médicaments sont sales. Ah non. Non, elles sont juste source de ouais, mais contamination. déjà de base, t'en as, quoi. Donc, Non, mais c'est ça. ouais. Quand on dit ça, c'est que Ouais. tous les germes qu'on a sur la peau, etc., enfin sur la peau, pas que sur la peau, mais partout, c'est des contaminants qu'on ne veut pas avoir dans les produits, évidemment. Et donc là, le lien entre la microbiologie et l'assurance de stérilité, c'est que quand tu es microbiologiste ou quand tu regardes les choses avec un œil microbiologique, Ouais. de microbiologiste, tu connais les sources de contamination. Ouais. Et quand tu veux faire de l'assurance de stérilité, tu vas mettre les moyens en face pour que cette contamination-là n'arrive jamais au niveau de ton process et de ton produit. T'enlèves les opérateurs, t'enlèves l'eau, Exactement. t'enlèves l'environnement. T'enlèves l'eau, donc ça va faire plaisir à Sama. T'enlèves tout. En fait, t'enlèves tout, tu mets des robots et tu ne produis pas grand-chose. Tout à l'heure, ça fait partie de l'éducation aussi. Je pense que là, ce qu'on fait un peu, c'est un peu de la pédagogie autour des bases de la microbio, mais tu peux pas comprendre comment combattre les bactéries ou toutes les sources si tu comprends pas d'où elles viennent, en fait. Exactement. C'est ça qui est l'énorme danger, en fait, c'est que les sources de ta contamination sont ce dont tu as besoin pour produire. C'est ça, c'est ton process. C'est ton process. Moi, est-ce que les germes de l'homme sont les plus dangereux pour le patient? J'avais un peu cette idée-là en tête. Pathogène. Ouais, parce que vu qu'ils sont adaptés à être dans un environnement lié à l'homme, c'est peut-être ceux qui sont les plus à même d'être contaminants par la suite, après injection et autres. Non, pas nécessairement. En fait, la plupart des micro-organismes de l'homme, là, ce qu'on appelle la flore commensale, sont des micro-organismes qui ne sont pas résistants. Et à part certains pathogènes qui, éventuellement, en concentration élevée dans le produit, pourraient causer une infection, voire une septicémie. Mais il n'y a pas plus je pense, de risques liés à la flore humaine. C'est simplement que la probabilité de contaminer avec la flore humaine est plus importante. C'est plus ça. On parle pas de 80% à peu près, j'ai un peu ça en tête. De flore, ouais, c'est à peu près ça, ouais, 70-80% flore. Enfin, ça dépend des process, des configurations, etc. Mais oui, c'est à peu près ça, effectivement. Là, on a parlé. En fait, tout ce qu'on vient de dire, c'est super important, en fait. Toutes ces notions-là sont super importantes. C'est pour ça qu'on va insister là-dessus, parce que c'est ce qui conditionne tout le reste. C'est ce qui conditionne l'assurance de C, c'est ce qui conditionne la partie contrôle qualité. Et c'est super important de revenir à ces bases, à la fois pour les étudiants qui nous regardent ou les jeunes professionnels qui nous regardent, mais aussi pour ceux un peu plus expérimentés. Je pense que revenir parfois un petit peu aux bases, ça fait jamais de mal, quoi. Pour comprendre, Pour enchaîner sur ces bases aussi et pour continuer à comprendre un peu le lien ou faire peut-être une transition après vers la partie vraiment industrielle, parce que là on est dans le théorique plutôt. De quoi ces bactéries, on va dire les bactéries principales, elles ont besoin pour vivre? C'est quoi on va dire leurs paramètres critiques ou leurs conditions idéales pour vivre? Au sens où j'imagine que c'est ce qu'on va essayer de taper en premier pour pas les faire survivre dans les communs. Alors, en fait, il y a vraiment, il y a plusieurs éléments, mais on a des conditions qui sont les conditions qu'on appelle optimales de croissance. Où là, ta bactérie arrive et elle prolifère extrêmement rapidement. Le temps de génération d'une bactérie peut être extrêmement élevé. Le temps de génération, qu'est-ce que c'est? Ah, pardon. Enfin, la façon dont la vitesse à laquelle elle se multiplie. Exactement. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les conditions optimales. Mais on va dire dans un environnement de production, pour mettre dans le contexte qui nous intéresse, tu n'as pas nécessairement ces conditions optimales-là. Tu parles de quoi comme condition du coup? Pour qu'elles se sentent bien ou pas bien du coup? En général, à part l'homme, parce que l'homme, c'est encore une fois un support naturel. C'est bien, il y a à manger, il y a à boire, il y a de la température. Déjà de base, c'était bien. L'humidité, tu as les substrats, les sucres, etc. Et puis les températures qui sont vraiment propices, favorables au développement des micro-organismes. Hormis ça, tu as aussi des phases intermédiaires où si tu as, je sais pas, un bacillus, dont on a parlé tout à l'heure, une moisissure sur un carton, effectivement, elle va vivoter ou elle va être sous forme sporulée, elle va être transférée et après elle va se retrouver dans une phase du process où ça sera peut-être un petit peu plus humide par exemple. Et là, elle va exploser. Elle se sent bien là. Va se transformer en forme végétative et ainsi que la multiplication va s'opérer. Donc en fait, c'est spécifique des différents micro-organismes. Et pour faire le lien, on fera un peu plus en détail tout à l'heure avec la partie contrôle qualité. Ce qu'on fait dans le labo, c'est qu'on met, et d'ailleurs on essaie de le faire aussi sur nos machines de remplissage, c'est qu'on met ce qu'on appelle des milieux de culture.
Donc, je fais ça parce que ça s'appelle une boîte de pétri, ça fait 90 millions. Et c'est rempli d'un milieu de culture, un milieu qui vraiment est optimal pour mettre en croissance un micro-organisme si toutefois il se trouve là au moment où... Alors pourquoi tu cherches à faire bouger des bactéries dans ton environnement? Attends. Qui sur les codes, quoi. On cherche à les détecter. Ouais. Ah, On cherche à les détecter. d'accord. Ça fait partie peut-être d'un peu du concept de l'assurance de stabilité. Exactement, parce qu'encore une fois, comme disait Lulu tout à l'heure, tu cherches des choses qui n'existent pas, c'est invisible à l'œil humain. Donc tu te dis, si là, entre nous, entre le micro et la caméra, tu as un staff Epidermidis, il est là. c'est très probable. Non, je pense que s'il y en a un, c'est au niveau du coin de la tête que tu n'arrêtes pas de toucher. Donc alors, imaginons que je l'ai là. Tu ne vois pas, tu mets en dessous ta boîte de pétri, ton culture, et si par gravité il tombe dessus, tu vas ensuite mettre ta boîte de pétri dans un incubateur à une température et dans des conditions d'hygrométrie optimales. Donc lui, il aime bien pousser, Donc il aime bien pousser. Et si effectivement il était là, qu'il est tombé, tu vas le voir parce qu'il va grossir et il va finir par être visible. Ça marche. Du coup, pour résumer, tu me dis si c'est bon. Les conditions, on va dire, favorables ou les paramètres qu'on cherche à maîtriser. Si on veut faire pousser une bactérie, le degré d'hygrométrie, c'est-à-dire une bactérie, elle n'aime pas trop être dans le désert, elle préfère sortir un peu humide, elle préfère la forêt tropicale. La température, ou s'il y a des bactéries qui sont plus ou moins résistantes, et on parlait des spores, par exemple, elles sont beaucoup plus résistantes à la température. Haute et basse que certaines autres. C'est vraiment une armure, hein, comme on disait tout à l'heure. Et puis la notion de milieu nutritif, c'est-à-dire que si elle n'a rien à manger, la bactérie, c'est un peu comme un être humain, quoi. Je veux dire, à bout d'un moment, elle ne va pas pouvoir vivre longtemps. C'est pas Koh-Lanta chez les bactéries. Exactement. Hein, c'est vrai. Ah Est-ce qu'on a d'autres trucs à dire avant de faire notre pause de milieu de Ouais, et on peut peut-être parler peut-être de biofilm aussi rapidement. Je pense que c'est. Qu'est-ce que c'est qu'un biofilm? Ouais, non, je pense que c'est important aussi Oui, dans la définition d'en parler. Et après, on fait la pause. On peut en parler. Parce que nous, on a très chaud. Il y a des spécialistes dans l'assemblée. En plus, il y a des gens spécialistes de la flotte et tu parles de biofilm. Oh bah, un biofilm dans la flotte, alors là, t'es mort. Un biofilm, c'est caractéristique des systèmes d'eau. C'est des micro-organismes qui viennent s'adhérer à la paroi et qui forment des couches multiples avec, la plupart du temps, différentes familles de micro-organismes et qui forment une coque tellement résistante qu'elle devient résistante à tous les procédés de désinfection, décontamination ou de traitement thermique. Et donc ça s'installe et de temps en temps, elle vient se désagréger. Il vient se désagréger cette coque ou ce biofilm. Et donc on peut détecter un biofilm par quelques prélèvements qui, de temps en temps, ponctuellement, sont positifs, où tu viens prélever l'eau, tu l'analyses au labo et tu détectes. Parfois, ils sont complètement silencieux. Ouais, c'est fort un biofilm quelque part. Parce que tu le vois, par définition, tu ne prélèves pas toute ta flotte que tu as dans ta boucle. Et tu le vois quand tu as du bol de le choper. Quand tu as du bol de le choper, et ça peut être extrêmement dangereux parce que puisqu'on fait du monitoring, donc ça veut dire qu'on vient faire de l'échantillonnage et tu peux passer complètement à côté. Donc c'est extrêmement pernicieux. Sans le biofilm, le moment où tu vas le choper, c'est déjà trop tard. En général, d'où aussi l'importance de l'assurance de sté. Et puis des prélèvements de flotte et du monitoring. C'est pas une bonne transition pour la deuxième partie sur l'assurance de sté? C'est une belle transition. En vrai, c'est une belle transition pour la pause de milieu de la pause chaleur. Est-ce qu'on a 2-3 questions avant de faire on peut faire vite fait des petites questions, surtout pendant le moment où il y a eu de l'écho. N'hésitez pas. Des endotox. On pourra faire un stream aussi spécial sur Endotox. Moi, la méthode Endotox, je la trouve tellement passionnante avec les limules, etc. Je trouve ça tellement passionnant. Il y a pas mal d'évolutions en ce moment sur la méthodologie Endotox. J'ai même vu un reportage qui était choqué sur les limules qui étaient utilisées dans l'industrie pharma. Sauf qu'ils n'ont jamais précisé que c'était pour remplacer les lapins. Et que les limules, on avait vu, parce que je crois que tu as le droit de les prélever 2 fois. Pas plus. Et après, ils font leur retraite. Elles sont même pas mortes, les limules. Non. Tu as le droit qu'à 2 fois. C'est une espèce protégée, c'est une espèce préhistorique et tu as le droit de la prélever que 2 fois. Et parce qu'il y a carrément des fermes de limules. Ah non, t'es en Californie, tu as des fermes de limules. T'as expliqué pourquoi il y a des fermes de limules? Est-ce qu'on a expliqué ce que c'était une limule? Non. On fera un truc spécial sur les limules. C'est fait pour fabriquer les réactifs qu'on utilise pour les endotox. Alors, question de monsieur le grand Kevin. Un live sur les limules, c'est un truc qui part en cacahuète. Non, sur endotoxine. Un live sur endotox, on pourrait quasiment faire, après cette magnifique introduction, dans les prochains mois, trimestres, on te réinvitera pour que tu nous fasses des lives puisque ça dédiés sur des thématiques plus spécifiques.
des connaissances statistiques sont-elles requises pour qui voudrait se lancer en assurance de ST? Je pense que il faut comprendre comment fonctionnent les stats. Les probabilités, en revanche, c'est pas le domaine d'expertise. Ouais. On va pas sortir la loi de Poisson, la loi de Raoult, la loi de Guy. C'est Studium et compagnie, quoi. Non, c'est essentiellement les logarithmiques et puis les notions de croissance ou de destruction. Exactement ça. On n'est pas dans le stat. C'est plus sur le concept de stérilisation. Quand on parle de stérilisation, là, oui, on a vraiment une approche, mais non, il y a des modèles, il faut comprendre les modèles, il n'y a pas besoin de développer des modèles. C'est clair. On en parlera dans la troisième partie de la stérilisation aussi. Qu'est-ce que ça veut dire stériliser? Ouais. On fait une petite pause, les amis? On peut faire quelques rapides petites annonces. N'hésitez pas, si vous voulez soutenir la chaîne, si vous voulez soutenir la démarche que peut Pharma, vous follow, vous abonner à la chaîne YouTube, etc. Ce qui nous ferait super plaisir aussi, c'est que vous partagez sur les réseaux sociaux, LinkedIn, etc., nos précédentes vidéos. Sur la céréale, sur le TRS. On est bien pas loin de 50 vidéos. Donc franchement, ça nous ferait super plaisir parce que plus on agrandit le nombre de personnes dans la communauté, plus les streams seront qualitatifs parce qu'il y aura encore plus d'échanges, etc. Donc si vous trouvez notre démarche bien, vous n'hésitez pas, vous faites suivre une de nos vidéos sur LinkedIn, sur vous êtes Facebook, nos meilleurs ambassadeurs, on va dire. Ouais. Franchement, ça nous fera plaisir. En tout cas, ça soutient la chaîne. Il y en a une qui vaut largement celle de Ludo tout à l'heure. Après tout, la loi de Poisson pour de l'eau. On fait la pause là-dessus. On fait la pause là-dessus. Félicitations. Quoi. Et pendant la pause, on vous rappelle, il y aura un petit diaporama avec les photos du 21. On vous rappelle rue aux ours, rapidos. Allez y manger. C'est une super idée, une super initiative. Et c'est super bon. Et en plus, c'est pas cher. Par rapport au niveau de qualité, c'est pas. Il y a moyen de bouffer pour pas super cher. Donc, allez au 21. Ça fera plaisir à tout le monde, en fait. Et ça vous fera plaisir à vous, surtout. Donc, n'hésitez pas. On se retrouve dans 5 minutes après un petit rafraîchissement. Une pause de fraîcheur. Allez, à tout de suite. Attends, il faut juste que je lance 2 petites secondes de diaporama. Est-ce qu'il est là?